Au Bénin, la Cour constitutionnelle examine ce mercredi des recours portant sur le parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Quelles décisions rendront les 7 sages, assure dans ce journal la lecture de Maître Kato Atita, avocat au barreau du Bénin. En Algérie, les manifestants se souviennent du début du Irak. Ce mardi, ils étaient des milliers à s'être rassemblés pour la célébration de l'an 2 de ce mouvement de protestation qui a chassé du pouvoir l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Et puis le Tchad renforce sa présence militaire dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Le président Idriss Déby a annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Voilà pour le sommaire de ce journal, bienvenue dans cette édition. Au Bénin, un mouvement suspect au petit matin de ce mardi au domicile d'un activiste politique. La scène se déroule à Fidjorosé, un quartier du 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Au dire de Thibaut Ogou, l'intéressé, des individus en embuscade dans son quartier se sont introduits chez lui nuitamment et ont pris la fuite dès que le quartier a été alerté. Un huissier de justice dépêché sur place a fait les différentes constatations. Mais pour l'activiste politique, une telle présence d'hommes non identifiés ne peut donc être attribuée à des représailles dont il est l'objet en raison de ses opinions politiques. Écoutons ici son témoignage. À 3h et quelques, je voulais rentrer dans l'avant, arriver à ce niveau, au carrefour là. Je vois une voiture garée devant la maison d'Ilan. Puis la voiture était, les phares étaient en veilleuse. Voyant les phares en veilleuse, je me suis dit, c'est étrange. J'attends 3 minutes. C'est comme ça, je vois 2 éléments escalader et tomber dehors ici. C'est là que je me suis dit, vous cherchez qui dans cette maison? Je commence par crier comme un cri rassembleur de danger. Olé, olé. C'est là tout le monde commence par sortir. La voiture qui était garée devant la maison de Djilan là-bas a détalé. Il détale, il vient, les 2 autres se sont accourus vers la voiture, ils sont rentrés dedans. Avant que les autres ne sortent, le monde ne sorte, c'est qu'ils ont détalé, ils sont partis. Avec nos propos, j'ai remarqué que la voiture était garée devant la maison de Djilan. Donc, j'étais parti le voir. Je l'ai réveillé. Avec grand frère, il y avait telle voiture. Il dit non, mais que lui-même, il ne dormait pas. Il entendait le ronflement de la voiture. Il entendait il sentait une voiture en marche là, mais qu'il n'avait pas prêté attention. On rentre dans la maison, c'est comme ça, on voit des pas de Rangers aussi dans sa maison. Il y a des témoignages de l'un de leurs enfants qui a dit oui, que lui-même, il voulait aller uriner. Il a remarqué la présence des individus dans la maison qui étaient devant une porte à un de leurs frères. Ils étaient en tenue civile, mais après, on a remarqué qu'il y a un parmi eux qui a porté de chaussures qui avaient comme crampons les crampons de Rangers. C'était une voiture couleur rouge, Highlander V8. L'immatriculation, j'ai oublié le début, mais c'est 3199 RB. Ils ont de porte-bagages avec un truc de glacière. Le tout était peint en noir. Le porte-bagages et la glacière, tout était peint en noir. Et la voiture était Highlander V8, couleur rouge. Les menaces me viennent chaque jour. Chaque jour, vous allez voir des messages pour disant, si tu tiens à ta vie, quitte dans ce problème. Mais je vais quitter dans ce problème, pourquoi? Parce que j'aime mon pays. Ici, il y a de cela 30 ans. Ceux-là qui ont conduit le feu général Mathieu Kérékou à la conférence nationale n'avaient pas un amour pour leur pays. Et ils avaient bien géré cette conférence nationale, on ne serait pas à ce niveau. C'est parce que j'aime mon pays et j'ai l'obligation de m'ingérer dans la situation politique de mon pays. Thibaut Ogou, activiste politique. Et on reste toujours au Bénin où, alors que le peuple attend la validation de la liste définitive des candidats retenus dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril prochain, des recours ont atterri sur la table de la Cour constitutionnelle. Ces recours sont-ils suspensifs de la décision que rendront donc les 7 sages? Élément de réponse avec Maître Kato Atita, il est avocat au barreau du Bénin. Il a 2 recours qui ont retenu mon attention, le recours de l'honorable Afo, le recours de Madame Rekiatou Madougou. Est-ce que la Cour constitutionnelle va devoir délibérer directement sur la validité des candidatures ou est-ce qu'elle va au préalable connaître de ces problèmes préliminaires à la validation des candidatures
Je ne me mets pas à la place du juge constitutionnel béninois, mais je suis convaincu d'une chose, la fraude dont il est question, c'est un aspect très sérieux de ces deux recours-là. C'est un moyen pertinent, ce n'est pas un moyen fantaisiste. Et je pense que le juge constitutionnel béninois devrait se prononcer sur cette question de fraude préalablement à tout. Parce que pourquoi? Le parrainage est une condition essentielle pour la validité d'une candidature à l'élection présidentielle désormais en République du Bénin, à voir ce qui est fait maintenant dans la nouvelle constitution. Et le juge constitutionnel doit pouvoir vérifier la transparence de ce parrainage, la transparence dans la mise en œuvre de ce parrainage. Et il doit vérifier si les parrains ont consenti réellement à un parrainage, tout comme il doit pouvoir vérifier si les autres conditions sont réunies. Mais dès lors que la fraude est établie, c'est que le processus doit s'arrêter à ce niveau d'abord. Et il se doit donc de procéder à l'annulation de tous ces parrainages tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale et renvoyer les gens à une reprise de cette phase. La fraude enlève toute efficacité aux candidatures qui sont là en l'état. Avec la fraude, il n'y a pas de droit acquis. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce mardi dans l'est de l'Algérie, à Kerata, le berceau du mouvement anti-régime le Irak, pour marquer le 2e anniversaire de ce soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Les détails. Plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi dans l'est de l'Algérie, à Kerata, le berceau du mouvement anti-régimiste Irak, malgré l'interdiction de manifester pour marquer le 2e anniversaire du soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Abdelaziz Bouteflika. C'est à Kerata, à 300 km à l'est d'Alger, qu'une mobilisation spontanée avait réuni le 16 février 2019 des milliers d'Algériens opposés au 5e mandat du président Bouteflika. Le 16 février 2019, des milliers d'Algériens opposés au 5e mandat présidentiel de Bouteflika, rendu impotent par un AVC. Une semaine plus tard, le 22 février, la contestation avait gagné Alger, puis le reste du pays, donnant naissance à un mouvement populaire inédit réclamant le démantèlement du système en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les Algériens ont décidé aujourd'hui d'exprimer leur droit à l'autodétermination. Le régime et l'organisation manipulent les slogans. Ce système demande au Sahara occidental de rendre des comptes sur son sort tout en manipulant et opprimant les Algériens. Aujourd'hui, la ville de Kerata est un sanctuaire, un lieu de pèlerinage et une Mecque pour tous les Algériens. Le peuple a parlé. Vous devez partir. Vous devez tous partir. Vous, les généraux, les traîtres, partez. Nous n'arrêterons pas. Le peuple veut la chute du régime et la chute de tout le régime. Les manifestations politiques restent interdites en Algérie en raison de la pandémie de Covid-19. Peu de protestataires portaient des masques sanitaires mardi. Les marches du Irak sont à l'arrêt depuis mars 2020. Mais à l'approche de l'anniversaire du soulèvement, les mobilisations se multiplient, notamment en Kabylie au nord-est. Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre le djihadisme en marge du sommet des 5 pays du Sahel avec la France, c'est à N'Djamena. Les ministres de la Défense du G5 Sahel se sont rendus lundi à Ngimi, au Niger, près de la frontière avec le Tchad, où sont stationnés les soldats qui seront ensuite déployés dans la région des 3 frontières, selon la télévision d'État tchadienne. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé lundi l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge d'un sommet des 5 pays du G5 Sahel avec la France à N'Djamena. Cette annonce intervient au moment où la France souhaite voir les pays de la région assumer le relais militaire, mais aussi politique de son engagement au Sahel, vieux de 8 ans.
L'envoi de soldats tchadiens avait été initialement annoncé il y a un an lors d'un précédent sommet de Pau au sud-ouest de la France. Mais l'opération avait été retardée par la menace djihadiste grandissante sur les bords du lac Tchad et par un désaccord entre N'Djamena et ses partenaires sur les modalités, notamment financières, de ce déploiement. Les 4 autres chefs d'État de l'Alliance du G5 Sahel, le Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Malien Ban Dao, le Burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et le Nigérien Mahamadou Issoufou, avaient fait le déplacement, mais pas Emmanuel Macron. Le sommet de N'Djamena a eu lieu un an après celui de Pau, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone des 3 frontières et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4 500 à 5 100. L'armée française revendique d'avoir sérieusement affaibli l'organisation État islamique et tué plusieurs chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Le nombre d'attaques de camps militaires a toutefois baissé en 2020. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée-Conakry fait le point de la préparation de la riposte pour faire face à la nouvelle épidémie d'Ebola déclarée mi-février dans le pays. Écoutons-le pour plus de précisions. C'est toujours une inquiétude de voir émerger une maladie aussi sérieuse qu'Ebola. Mais en même temps, je pense que les leçons des précédentes épidémies en Afrique de l'Ouest, mais aussi en RDC, les 3 dernières années, avec l'application de nouveaux outils comme les tests de diagnostic rapide, les nouveaux traitements qui ont été utilisés, mais aussi surtout le vaccin qui permet de protéger la communauté autour des cas. Avec ces approches-là, et malgré aussi le contexte de Covid qui complique encore la riposte, il faut arriver à faire en sorte que cette riposte soit la plus efficace possible, la plus rapide possible. Les raisons d'être optimiste, c'est les leçons apprises et les avancées, j'allais dire technologiques et scientifiques que nous avons connues entre 2016 et maintenant, en particulier les vaccins, des tests de diagnostic rapide qui sont plus faciles à utiliser sur le terrain, des méthodes thérapeutiques aussi, des moyens de protection, comme par exemple des centres qui permettent de traiter les patients sans exposition directe, par exemple des soignants ou même avec une meilleure protection aussi des familles. Et donc aussi les leçons apprises dans l'engagement communautaire. Et donc en reprenant tous ces acquis-là, on peut être optimiste et penser qu'on n'aura pas une catastrophe de l'ampleur de celle qui s'est passée la dernière fois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.